Va paisiblement ton chemin à travers le bruit et la hâte, puis souviens-toi que le silence est paix. Ainsi, lancé avec ces paroles de Desiderata, l'émission Grand Jury, le numéro de ce mercredi, donc qui démarre ainsi avec votre humble serviteur Rodrigue Gaego, que vous suivez avec ses invités sur la 102.7 FM en direct donc de Lomé, et puis sur les écrans de la télévision Espoir 47 dans la préfecture de Zio, dans la ville de Thiévié, bien sûr au quartier Pali. Vous le suivez également sur le web via 3 liens, le www.togovision.com, le www.ebenradio.com, puis le www.laverte.org, sans oublier bien sûr à Palimé avec la radio VGK, à Anéhor la radio Lumière. Bien de choses donc et à vous toutes et à vous tous. Ce matin, nous allons orienter donc nos réflexions vers 5 octobre 1990. Et 5 octobre dernier, ça faisait donc 25 ans jour pour jour. Qu'est-ce qui s'est passé au Togo? Une date, un événement, des souvenirs. Nous en parlons donc ce matin avec nos invités. Et partant de là, nous allons aller à un tableau comparatif par rapport à la CDPA hier, la CDPA aujourd'hui. 25 années plus tard, quelle différence? C'est la guéguerre médiatique entre les partis politiques de l'opposition, notamment l'ANC, le CAR, le MRC, au but, etc. Nous allons en parler ce matin. Et partant de là, nous allons définir, selon nous, nos points de vue, donc définir les orientations qui seraient sur la table à notre cher pays, le Togo, à la quête de la stabilité dans sa totalité, dans son sens profond. Bien de choses donc à vous toutes et à vous tous, et merci pour votre fidélité. Je vous rappelle que Les Misérables, l'œuvre Les Misérables de Sir Adomayapor est dans les kiosques depuis hier, dans les colonnes du journal L'Alternative de notre cher compatriote et confrère Ferdinand Mensa Haïté, que nous saluons au passage. Les Misérables, l'œuvre donc parle des réalités de vie des populations togolaises qui éprouvent beaucoup de difficultés à joindre les deux bouts, bref, à vivre quotidiennement, on dirait, ou peut-être pour citer quelqu'un, les Togolais seraient en train de vivoter. Merci donc. Autour de ce plateau avec moi ce matin, Ibrahim Acha, directeur de publication du journal Temps Nouveau. Bonjour et bienvenue. Bonjour Rodrigue, bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Et la durée? Non, ça va, on se porte bien. C'est la pluie d'hier, ça m'a lessivé complètement hier. Et puis... Mais pourtant, elle a fait du bien parce qu'il y a eu de la fraîcheur et les Togolais se sont encore ressourcés. On a retrouvé Lomé la Belle et Lomé qui donne l'envie de vivre et l'envie d'être Togolais. Avec des pavés de boue quand même qui perturbent un peu le déplacement. En tout cas, ce n'est pas atypique à Lomé. Parce que le gouvernement est à l'œuvre avec les grands travaux, tout à fait, les travaux de construction d'infrastructures routières. Ildefonse Atpaki, il est le directeur ici au Togo de l'agence togovision.com. Bonjour et bienvenue. Bonjour Rodrigue et bonjour à tout le monde. En quoi cela vous interpelle, Lomé la Belle? Oui, mais ça me fait sourire quand Ibrahim a dit tout à l'heure que Lomé a gardé son image coquette, mais Lomé est devenu Lomé la poubelle. Sa fraîcheur. Sa fraîcheur. Oui. Lomé est devenu Lomé la lagune et la poubelle. Ah oui. C'est son point de vue. Il faut avoir le courage. Les artistes qui l'ont chanté. Oui, mais il faut avoir le courage. Non, il faut sillonner un peu à Lomé, vrai. N'empêche que les grands travaux se fassent, mais Lomé n'a plus son image d'antan. En tout cas, on va y arriver, parce que qui va lentement, va sûrement. Nous dit-on, nous allons y arriver. Mais il n'est pas allé au bout de sa réflexion. Il devait parler aussi de l'incivisme de certains compatriotes qui veulent transformer Lomé en poubelle. En poubelle, c'est-à-dire Non, l'incivisme, c'est-à-dire qu'il y a certains compatriotes qui pensent que défier l'autorité, défier les autorités du pays, c'est prendre les ordures ménagères de la maison et venir renverser sur la route. Voilà, donc c'est des comportements qu'il faut bannir. Je pense qu'on doit appeler à la citoyenneté si vraiment nous voulons amener notre pays vers le progrès. Alors il faut que je continue et que j'achève mon analyse. Mais je suis sûr que si les autorités prenaient leurs responsabilités, je crois savoir. En faisant quoi? Je crois que les responsabilités ont été prises. On a lancé le mois du civisme. On a lancé plusieurs initiatives. Oh, mais lancer, il faudrait être vraiment civique, à penser, à embellir tout le pays. Vous savez qu'il y a une assertion qui dit que les peuples sont à l'image de leurs dirigeants. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ceux qui décrètent des journées de civisme et de citoyenneté, est-ce qu'ils sont les vrais exemples à suivre? Ceux qui sont devenus des violateurs des lois de la République, vous pensez qu'ils sont les bons exemples là? Non. Mais maintenant,
pour ce qui concerne l'hygiène, je crois savoir qu'entre-temps, il y avait des agents de service d'hygiène qui parcouraient les maisons. Mais qu'est-ce qui a fait arrêter l'activité de ces agents d'hygiène? Est-ce qu'ils existent encore? Mais c'est la grande question. Moi, ils existent parce que... Mais s'ils existaient, c'est eux qui disons... S'ils existaient, c'est eux qui diront à ces citoyens-là que le confrère Ibrahim taxe entre guillemets, d'incivistes, citoyens qui ne font pas preuve de civisme, de leur dire que ce que vous êtes en train de faire là, c'est pas bien. Parce que c'est eux qui passent dans les maisons, qui vérifient même la propriété et des douches et des toilettes. Mais si tout ça là, vous les coupez, comment voulez-vous que les peuples sont à l'image de leurs dirigeants? S'ils sont des bons exemples, les peuples ils seront aussi. Voilà. En tout cas, on vous a assez compris. Moi, j'étais dernièrement quand même dans les locaux du service d'hygiène. Il n'y a pas mal de douches sauvages à leur niveau, bourrées de moisissures, j'en ai vu. Donc, c'est juste pour peut-être dire, comme on le dit souvent, on l'apprend à la maison Ibrahim, la charité bien organisée. Commence par soi-même, bien évidemment. Et ce qu'il dit, ce n'est pas en partie faux, c'est vrai. Loin de français, les gens Ibrahim, permettez, quand vous faites le tour des cabinets des ministères, des fois ça laisse à désirer. Vous allez par exemple au ministère du Tourisme, c'est un peu pratiquement demi-forêt, au CHU. Vous allez au CHU, vous allez par exemple à la préfecture du Golfe, vous allez en voir. Oui, justement, c'est pourquoi je disais qu'il faut amener les compatriotes à renouer avec les bonnes pratiques citoyennes. Donc, c'est un appel que nous lançons à tout le monde, que chacun dans son coin œuvre pour que notre pays sorte vraiment de cette situation que mon confrère peut qualifier de désastreuse. Et c'est la responsabilité est partagée. Il revient à nous tous de donner le bon exemple. Il a parlé de certaines autorités. Évidemment, quand vous parcourez Lomé, il y a certaines autorités dans leurs véhicules qui peuvent balancer par devers les vitres, les sachets de Pure Water ou bien leurs papiers mouchoirs. C'est des exemples. Les restes des cigarettes. Voilà des gens qui devaient donner des exemples, mais qui ne le font pas. Donc je pense que c'est un travail collectif que nous devons faire pour en appeler à la conscience des citoyens et surtout à dire que ce pays, c'est ensemble que nous allons bâtir ce pays. Si certains œuvrent pour que le pays sorte de l'honneur et que d'autres veulent plonger ce pays, je pense que ça ne peut pas aller. Donc disons que nous avons un pays en commun, un pays qui nous est cher, notre chère patrie, que nous devons tout faire pour amener vers le progrès. Très bien, vous avez assez compris. On va profiter quand même pour saluer, je ne sais pas de quel département de la voirie il s'agit, mais ils sont à l'œuvre actuellement même au niveau à Kosombo, au niveau de la préfecture de la CET à Kosombo, vers les feux tricolores à la jonction avec les pavés de Didjolé. Ils sont en train de désherber un peu, ramasser les ordures. Les encourage également. Mais puisque nous l'avons évoqué, nous allons y rester un peu. Et d'Alphonse, parlant de cette situation d'incivisme, de malpropreté, d'insalubrité, il y a également l'avènement des vieux quartiers. Prenez par exemple l'exemple de Badalou, de Nicolas. Oui. L'avènement des vieux quartiers. Oui, l'avènement des vieux quartiers. C'est vrai que si, au fur et à mesure que nous remarquons l'évolution du monde, au fur et à mesure que nous remarquons qu'on est parti d'un point A à un point B, je crois que tout doit évoluer avec la nature. Si tel n'est pas le cas, à qui la faute? À qui la faute? On pourrait dire en premier lieu que peut-être que les habitants de ces quartiers sont les premiers responsables, encore que ces habitations et leurs habitants sont le fruit ou bien sont l'émanation d'un État. Et chaque fois que je veux parler et que je dois l'État, il n'y a que l'État qui doit prendre ses responsabilités. L'État ne va pas venir quand même installer des latrines dans les maisons. Mais pourquoi, quand on a un gouvernement, on a des départements, je crois savoir, on a parlé tout à l'heure de l'hygiène, je crois savoir qu'il y a un ministre qui... ça relève de la santé. Qui relève de la santé. Et on peut dire que si ce ministre-là faisait comme cela se devait son travail, et que, en voyant l'évolution que l'on constate dans tous les domaines, il doit arriver que certains quartiers
vont vivre tout comme si on était encore au 15e siècle. Ils relèvent. Et cela relève de la responsabilité de ceux qui ont en charge ces départements-là. C'est à eux de dire à ces habitants de ces localités, nous ne sommes plus au temps de Louis XIV. Là, nous sommes au 21e siècle. Et si les choses doivent évoluer, il faut que chez vous aussi ça évolue. Ça évolue. Oui. Comme l'a écrit Maïmouna dans son courrier, Papa, le monde change, la nature change, toutes les choses changent, toi aussi, tu dois changer. Nous allons attaquer ainsi notre premier sujet, Ibrahim, 5 octobre 90, 5 octobre 2015, 25 années de lutte démocratique dans notre cher pays, le Togo. Quelle note? Et là, c'est un exercice pas très aisé, mais ce que je vais dire d'emblée, c'est que le bilan est mitigé en ce sens que la démocratie, nous l'avons actuellement au Togo, la lutte a porté. Ce n'est pas celle tétraplégique dont tu as parlé en conférence sur RFI. Non, pas tétraplégique. Nous avons la démocratie au Togo. Le Togo est un État démocratique et je disais que c'est mitigé parce que ce qu'il fallait aussi comme indicateur de la démocratie et qui n'a pas été au rendez-vous, c'était l'alternance politique. Parce qu'il n'y a pas eu changement de régime. Oui, il n'y a pas eu alternance. Et ça, c'est la faute de qui? Je ne dirais pas que c'est la faute aux gouvernants actuels qui n'ont pas voulu lâcher du lest, mais c'est la faute aux combattants pour cette démocratie, aux braves lutteurs qui ont pris le flambeau de la lutte pour la démocratie, l'enracinement de la démocratie et pour les libertés dans notre pays, qui à un moment donné ont dévié de leur idéal pour prendre une piste très dangereuse qui est celle du leadership, qui était celle des complots fourrés contre les amis de lutte, et au finish, l'adversaire qui était le régime en place a su tirer profit de cette division larvée au sein de l'opposition pour pouvoir se maintenir jusqu'alors. Et c'est de bonne guerre, vous savez que quand vous êtes dans une situation où on vous accule, à un moment donné, ceux qui vous acculent, quand ils n'arrivent pas à s'organiser, à parler le même langage, vous surfez sur leur division et vous leur damez le pion. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Et il faut aujourd'hui, après 25 ans, dire que le peuple togolais salue quand même la brave lutte de ces messieurs et de ces dames qui, à un moment donné, se sont dit il faut rompre avec le régime unique. Le parti unique, autant pour moi, ce n'est pas un régime unique, mais c'est un parti unique. Parti unique. Unique et non unique. Et je mesure bien mes propos. Parti unique. Unique et non unique. Très bien. Voilà. Et dire que ces braves personnalités ont beaucoup fait pour notre pays. Si je me réfère un peu à Maître Agouyoubois, qui était ce monsieur qui a lutté frontalement contre Eyadema, mais le professeur Ninevi, qui était en quelque sorte dans l'antichambre, au laboratoire, les concepteurs de cette lutte, ceux qui entretenaient la flamme de cette lutte. Et il y a Maître Jean Degli, que nous respectons beaucoup, qui est et demeure notre modèle, parce que ce monsieur a fait preuve d'une certaine intégrité et surtout d'une intelligence qui a amené, et qu'à un moment donné, la lutte a pris vraiment un tournant décisif et qui a conduit jusqu'à la conférence nationale souveraine. Donc, c'est tous ces messieurs que j'évoque, c'est vrai qu'ils font partie d'un souvenir. Et actuellement, on aurait voulu quand même qu'ils soient au devant de la scène pour maintenir la lutte, mais les hommes passent. Les institutions demeurent, ce que vous voulez dire, mais ici dans ce contexte, c'est que ces hommes sont là. Non, ils sont là, mais seulement les égos, les problèmes de leadership, les guerres de chiffonniers, les trahisons et les calomnies ont eu raison de la lutte, et finalement la flamme n'est plus celle que nous avons connue quand même au début de 1990. C'est dommage, mais ce qui est à retenir aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même la démocratie et les autorités qui sont en place sont
obligés, quoi qu'ils le fassent, de suivre la marche du monde, parce que la démocratie, c'est le repère. Maintenant, personne ne peut plus retourner en arrière pour aller ressusciter la façon autocratique et despotique de gérer un pays. Je pense que le Togo a renoncé totalement avec cette façon dictatoriale de gérer le pays. Et la lutte pour la démocratie est, disons, c'est irréversible dans notre pays, en ce sens que les autorités que nous avons actuellement même s'inscrivent dans le processus démocratique, et ces autorités que nous avons sont issues des écoles où on enseigne les bonnes pratiques, excusez-moi, où on enseigne le respect de l'individu, le respect des droits de l'homme, le respect des libertés. Et si je veux terminer ce que j'ai à dire, les chefs de l'État que nous avons à fréquenter dans des écoles où on enseigne les bonnes manières en matière de démocratie et de respect des droits de l'homme. Très bien. Et Delphonse, vous partagez la vie d'Ibrahim, 25 années de lutte, le Togo aujourd'hui, selon vous, est à quel niveau? Je crois que la lutte continue parce que ce que veut le peuple togolais, il ne l'a pas encore. Mais vous me permettrez de faire deux petites remarques sur ce que l'ami Ibrahim a dit. L'éditorialiste Jean-Baptiste Plaka de RFI a raison quand il qualifie la démocratie togolaise de démocratie tétraplégique. 25 ans après l'amorce du processus démocratique au Togo, faisons la mer. Considérons que tout ce qui s'est fait a été fait, non pas pour que la volonté populaire soit, mais qu'une minorité s'accapare et en fait tout ce qu'il veut. C'est ma première remarque. Donc, 25 ans après, disons qu'on a au Togo une démocratie tétraplégique. C'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que le lapsus tout à l'heure de Ibrahim est permis. Alors, s'il a corrigé, moi je le maintiens. Moi je le maintiens en disant que ce parti qui a régenté l'État togolais pendant des lustres est un parti unique. Unique parce que, jusqu'à preuve du contraire, unique. Moi je dis unique. Et je dis, c'est un lapsus de Ibrahim qui a tout son sens. Si Ibrahim a prié ce matin, je suis sûr qu'il a été inspiré. Il prie tous les matins. Je suis sûr qu'il a été inspiré. Et 25 ans après, en le prenant au mot, il faut dire que l'héritage que ce parti-là lègue aujourd'hui à nous qui sommes là, et peut-être à ceux qui viendront, n'est pas du genre à assouvir, à donner la paix et la joie au cœur des Togolais. Vous savez, venons à ma question aujourd'hui, Vincent. Vous savez, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces 25 années en termes de bilan? Je dis. Tu étais parti de l'université avec un procès, on devait juger les logos de Souvi, à Gouguelo et autres. Puis, il y avait à l'époque un juge. 25 ans. Oui, 25 ans. J'en viens. Mais 25 ans après, il faut dire que plus que jamais le peuple togolais a soif de l'alternance. J'en ai pour preuve la dernière élection présidentielle. Après cette élection-là et les résultats qui ont été donnés, depuis le jour de la proclamation de ces résultats jusqu'aujourd'hui, vous l'avez si bien dit tout à l'heure, le Togo et les Togolais vivotent. Ils n'ont pas la paix du cœur parce que leurs désirs n'ont pas été pris en compte par ceux-là qui les ont pris en otage. Il faut parler du pouvoir d'État. Le pouvoir d'État au Togo, il y a 25 ans de lutte. Mais on se demande, est-ce que c'est un homme qui gère? Est-ce que c'est une famille? Est-ce que c'est une partie de l'armée? Ou bien c'est une combinaison de tout ce que je viens de dire? Pour dire que le pouvoir d'État est géré dans une opacité,
où on n'a même pas envie de rendre compte au peuple de la gestion de la chose publique. Dans un État normal et qui se veut démocratique, quand on est coopté pour être une autorité, il faut rendre compte. Je n'ai jamais vu ceux qui ont pris le pouvoir par la force au Togo, après 25 ans, rendre compte au peuple togolais. Sous d'autres cieux, ça se fait. Pas plus tard que le 2 septembre dernier au Nigeria, le nouveau président du Nigeria, Muhammadu Buhari, 100 jours après, a fait l'état de la nation. Pendant sa campagne électorale, il a fait des promesses. 2 semaines avant le 2 septembre, il s'est prêté à un jeu. Il dit qu'il diminue de moitié le salaire présidentiel avant de déclarer son patrimoine. Mais vous voulez lutter contre la corruption et vous qui êtes les premiers ou bien les premières autorités, vous ne voulez pas déclarer votre patrimoine. Quel est le lien avec vous voyez de lutte démocratique? Mais je parle de l'État. De l'État togolais 25 ans après l'amorce du processus électoral, du processus démocratique. Je voudrais aussi parler de la faillite des élites togolaises. On ne sait même pas s'il existe des élites dans ce pays. Je peux même dire que des intellectuels togolais sont devenus des épaves humains. J'en ai pour preuve le dernier rapport du Fonds monétaire international, le FMI. Le FMI qui s'est prononcé sur des données économiques, mais aussi politiques. La gestion des affaires de l'État. On a trouvé dans ce rapport que ça ne va pas, économiquement parlant, financièrement parlant. Mais personne parmi ces élites-là n'a levé le petit doigt pour non seulement critiquer et apporter des solutions. Parlons maintenant de l'opposition. Elle est plus que divisée. Elle n'est même plus une. Nous avons des oppositions, Togo. On en parlera tout à l'heure. La justice togolaise, la gangrène, l'éducation au Togo, clochardisée, la santé, les centres de santé sont en agonie. Mais après 25 ans de lutte, si au moins une famille a pu passer la main de père en fils et que vous nous demandez de faire aujourd'hui le bilan, je crois que, à la différence du père, le fils, en un temps si rétréci, a fait plus que le père. Non pas en bien, mais en mal. Ibrahim, aujourd'hui, c'est vrai, 25 années après, il y a eu des personnalités qui ont incarné cette lutte démocratique. Aujourd'hui, il y en a qui ont passé la main, il y en a qui sont toujours en place, il y en a qui ont fait semblant de passer la main, mais qui restent derrière pour tirer sur les fils qui guident les marionnettes. Quelle note vous donnez à toutes ces personnalités? Oui, mais avant de répondre à votre question, permettez-moi de rappeler ici que mon très cher ami Ildefonse a occulté les acquis de cette lutte démocratique. Parce que le tableau qu'il venait de dresser est un tableau très apocalyptique de la situation que peut-être ne vit pas le pays, mais imagé et peut-être tiré de l'expérience de certains pays qui ne sont pas forcément mon pays, le Togo. Parce que la lutte démocratique a eu des acquis. Et si aujourd'hui... Quels sont ces acquis? Si je parle par... Non, il y a quand même la liberté d'expression qui fait partie, qui est un indicateur de la démocratie. Le respect des droits de l'homme, c'est un indicateur de la démocratie. La séparation des pouvoirs, ce sont des indicateurs de la démocratie. Aujourd'hui, au Togo, nous ne pouvons pas dire que le pouvoir est concentré entre les mains d'un seul individu. Nous avons le pouvoir législatif, nous avons le pouvoir judiciaire, le pouvoir, disons, exécutif.
Et tout ça, là, c'est pas entre les mains d'une seule personne. Voilà des acquis. En matière de liberté d'expression, nous avons le code de la presse le plus libéral en Afrique. Sauf que la suite des sujets précis, il y a certaines personnalités qui vous diront quand même qu'il y a toujours cette façon d'entremêler les pouvoirs. Il y a des interférences. Ces interférences sont le fait de certains zélés. Et nous n'avons pas toujours manqué, nous n'avons pas toujours mâché nos mots lorsque nous constatons qu'il y a des zélés qui veulent foutre le bordel dans la bonne marche de notre République. Nous l'avons toujours dénoncé. Et ça, nous le savons. Nous l'avons toujours dit. Il y a certains zélés. Et au fil du temps, on commence qui commencent d'ailleurs par se raviser parce qu'ils ont compris qu'il ne sert à rien de ramer à contre-courant de tout ce qu'il y a comme bonne pratique en ce 21e siècle. Et quand je reviens un peu sur la liberté d'expression, à l'époque, M. Ildefonse ne pouvait pas tenir des propos et aller dormir paisiblement dans sa chambre. Mais tout est permis aujourd'hui. Tout est permis aujourd'hui parce que le pays a atteint un niveau de démocratie que personne ne se dit plus qu'on ne doit pas parler de moi ici, on ne doit pas faire ceci. Un journaliste ne peut pas avoir vraiment ce culot de parler, de dire des choses sur moi et je vais me taire, je vais aller lui régler des comptes. Ça n'existe plus. Comment vous expliquez ces derniers va-et-vient des confrères, que ce soit dans les locaux du service des renseignements ou encore à la DCPJ ou au tribunal? Oui, à ce que je sache, ils ne sont pas menottés. À ce que je sache, on n'a pas amené des fourgonnettes pour les chercher à la maison. C'est une convocation qui leur a été adressée. Et c'est ce qui se fait dans les états policiers. Un instant. C'est ce qui se fait dans les états policiers. On vous envoie une convocation, vous répondez librement et la procédure suit son cours normal. Ça, c'est ce qui s'est passé. Et ça, c'est dans tous les états où il y a la démocratie, c'est comme ça les choses se passent. Donc, nous n'allons pas dire que nos confrères ont été contraints, ils ont été pris manu militari pour amener à la DCMPJ. Mais je précise quand même que cette façon de leur envoyer une convocation à la HAC, à la DCPJ et à chose, voilà, c'est un délit de presse. Il faut suivre ce qui est notre code de la presse dit de faire dans ce genre de situation. Ça, nous le disons, et c'est pourquoi nous disons qu'il y a encore de ces zélés-là qui existent dans la République. Je pense que c'est un travail collectif que nous allons faire pour que ces zélés-là se débarrassent de leur comportement qui n'est pas de nature à mener notre pays vers la destination que nous tous nous souhaitons atteindre. Je parle de l'idéal démocratique. Bon, maintenant, vous m'avez demandé... Permettez ce que certains, ou par exemple... certaines têtes pensantes appellent l'idéal togolais, parce qu'il le faut pour le Togo aujourd'hui. L'idée, non, vous savez, la démocratie est devenue universelle et on ne peut pas togoliser la démocratie. Il ne s'agit pas de togoliser, mais c'est-à-dire... Non, parce que lorsque vous parlez de l'idéal togolais, c'est comme si nous tentons de togoliser la démocratie. Et ça va nous amener dans des travers. Réalité, parce que vous êtes sans savoir que le chef de l'État a pris l'option de mettre en place une structure qui va adapter les textes qui régissent la République à nos réalités. Oui, et ça, c'est une vision nationale. Mais quand nous parlons de la démocratie est universelle. Et là, il ne faut pas chercher à togoliser, ou bien, comme c'est le cas maintenant de ces présidents qui veulent s'éterniser au pouvoir, qui veulent foutre la merde en Afrique avant de partir, de tropicaliser la démocratie. Et ça, c'est très grave. C'est des dérives que nous ne souhaitons pas quand même pour notre cher continent, l'Afrique. Parce que quand certains individus veulent que ce soit eux seuls qui régentent la vie de toute une nation pendant des siècles, c'est des dérives. Et ça, ce que cela crée comme conséquence, c'est des conséquences incalculables à long terme. Très bien. Et là, il faut très tôt décourager ces personnalités. Et c'est pourquoi j'en appelle à la conscience. Il parlait des élites, que les élites se prononcent, que les élites de par l'Afrique commencent par dire à ces chefs d'État qui veulent tripatuer la Constitution, qui veulent sauter les verrous de la limitation des mandats pour s'éterniser au pouvoir, que à l'heure où nous sommes, les peuples africains qu'on croyait non instruits, qu'on croyait idiots, qu'on croyait manipulés,
ont pris de l'avance. Aujourd'hui, les gens sont suffisamment nantis, les gens ont acquis les bonnes pratiques, les gens ont acquis les bonnes manières et les gens aspirent à la bonne gestion de ce continent riche, mais qui est maintenu dans un état de pauvreté chronique et qui fait que vraiment, partout où vous passez dans le monde, en tout cas, l'image qu'on donne de l'Afrique, c'est une Afrique misérable. Et pourtant, quand on parle des ressources, l'Afrique est suffisamment nantie. Riche, très riche. Dame Nature a pourvu l'Afrique. Donc il faudrait que des hommes éclairés puissent prendre la direction de cette Afrique pour que les Africains trouvent aussi, en tout cas à un moment donné, se sentent aussi des hommes et pas des sous-hommes. Très bien. Et Delphonse, vous avez parlé du pouvoir, vous avez parlé de l'État, mais quand vous prenez cette lutte 25 années, ça a été incarné également sur le plan opposition par des partis politiques, des personnalités politiques. Aujourd'hui, à ce niveau, quelle lecture vous faites de leurs œuvres? Non, mais je vais répondre. Leur comportement. Je vais répondre, mais je vais relever ceci. Les expériences que je partage ne sont pas celles de notre État, mais de mon État aussi, l'État togolais. Je parle très bien de l'État togolais. Je ne serais pas malhonnête à ne pas reconnaître qu'il n'y a pas eu des acquis. Mais encore que ces acquis-là, il faut qu'on les cherche et qu'on les retrouve à la loupe. Je dis bien à la loupe. Quand vous me parlez, parce que j'ai noté, de liberté d'expression, exercée pour la plus grande partie du temps par les journalistes que nous sommes, les professionnels d'État, et que dans mon pays, je me rends compte qu'il y a une institution de régulation de la presse qui est là pour réguler la presse. Et que je vois des confrères qui sont écoutés parce que, entre guillemets, on dit qu'il y a délit de presse, qui sont écoutés par le service de renseignement, qui sont écoutés par la direction centrale de la police judiciaire, pendant tout le temps que la HAC et ses membres sont là, qui n'ont pas été saisis, pour que, à leur niveau, un travail se fait d'abord, et quand ça n'aura pas pris, comme le code de la presse et de la communication le recommande, qu'on aille quelque part. Mais quand vous me parlez de liberté d'expression, je crains. Je crains pour ma vie. Parce que jusqu'à preuve du contraire, je suis journaliste. Alors, jusqu'à preuve du contraire, vous avez cité un exemple tout à l'heure, un exemple récent, des confrères qui ont été convoqués à la va-vite parce que on a révélé dans la presse le fruit des investigations qui ont été faites. Et au moment où les membres de la HAC étaient en train de gérer l'affaire, c'est la police judiciaire qui appelle. Et pendant tout ce temps, on nous parle de délit de presse. Je crois savoir que le service de renseignement et même la police judiciaire, ces deux entités ne sont pas accessibles en matière de journalisme. Laissons d'abord l'institution de régulation de la presse se prononcer sur l'affaire, parce que jusqu'à preuve du contraire, les confrères n'ont pas attenté à la sûreté de l'État pour être entendus par le service de renseignement. Ce ne sont pas des voyous, ce ne sont pas des brigands. Ça, j'ai noté. Vous me parlez de respect des droits de l'homme. Je crois savoir que dans nos prisons actuellement, il y a des gens qui ont été arrêtés arbitrairement. J'en ai pour preuve. Ces jeunes de l'opposition que l'on a qualifiés d'avoir incendié les marchés. Et jusqu'aujourd'hui, un procès tarde pour situer les responsabilités. C'est des présumés. Des présumés. Jusqu'à preuve du contraire, leur responsabilité n'est pas établie. Puisque la justice a dit que c'est des présumés. Alors, où se trouve le respect de leurs droits? Quand vous me parlez de ça, et bien d'autres, je prends le cas de l'ancien ministre Pascal Bojona, qu'on a cité dans une affaire d'escroquerie, alors que tout le monde sait que, en matière d'escroquerie, que le code de procédure pénale en vigueur au Togo reconnaît, et que la peine encourue est de 3 ans. La peine maximale. Oui, est de 3 ans, qu'on garde encore le ministre, l'ancien ministre, en prison, alors qu'il a déjà fait plus de la moitié
Et quand vous prenez le code de procédure pénale en ses articles 112, 113, le code est clair. Vous parlez du respect des droits de l'homme. Et quand vous parlez de la séparation des pouvoirs au Togo, c'est là où ça m'a fait rire. Ça m'a fait... Il y a le pouvoir exécutif, il y a le pouvoir... Oui, mais il y a séparation du pouvoir. Je sais qu'il y a... Il y a la séparation du pouvoir. Et vous le savez très bien. Une chose est de dire qu'il y a la séparation des pouvoirs. Chose normale. Je l'accepte. J'y adhère. Mais encore que chacun de ces hommes qui sont appelés à gérer, à travailler pour qu'il y ait véritablement cette séparation du pouvoir entre l'exécutif, le judiciaire et le législatif, que ça soit de mise. Mais moi, ça me fait sourire que quand je prends un rapport de l'année 2013 des États-Unis sur les droits de l'homme, que ce rapport me dise que l'exécutif influence le pouvoir judiciaire. C'est-à-dire qu'il y a eu des procès qui ont eu l'allure politique, qui ont été influencés. Ça, c'est le rapport, c'est le contenu du rapport. Il ne me parlait pas, tout comme si la séparation du pouvoir existe. Venons à ma question par rapport aux hommes. Vous voyez un peu. Parlons de la réalité. Non, mais tu as la parole. De ce que nous vivons au Togo, et non de ce que certains pendent à des milliers de kilomètres de notre pays. J'ai parlé de la réalité. Non, mais j'ai donné tout à l'heure des exemples. Je reviens à ma question par rapport aux 5 années de lutte démocratique. Il y a beaucoup d'autres personnalités se réclamant de l'opposition qui ont également incarné cette lutte. À leur niveau, comment vous analysez leur parcours? Je voudrais... Tout ce qui a été fait. Je voudrais d'abord que tu me parles. Qu'est-ce que vous mettez dans opposition? Surtout au Togo. Qu'est-ce que vous mettez dans opposition? Parce que là, j'ai relevé tout à l'heure qu'on a des oppositions au Togo. Expliquez. Nous avons des oppositions au Togo. Nous avons des gens qui sont de l'opposition parce que ils prennent à cœur les aspirations du peuple togolais. Ils les défendent à corps et à cri. Et ils font en sorte que ces aspirations-là se traduisent dans les faits pour le bonheur de tous les Togolais. Mais à côté, nous avons des gens qui se réclament de l'opposition, qui ont signé un accord avec le pouvoir. Ils partagent la gouvernance. Mais pendant tout ce temps-là, ils se disent encore opposants, ce qui est une incongruité. Parce que vous ne pouvez pas signer un accord avec moi et que nous serons tous les deux en train de gérer le pays et que tu t'opposes encore à moi. L'exemple est simple. Vous savez qu'il y a un secret d'État quand on parle de tout ce qui concerne et les conseils des ministres et tout ce qui se font. Vous ne pouvez pas être au gouvernement, partager le secret gouvernemental et vous opposer à ce gouvernement. Voilà pourquoi je dis que c'est une incongruité. Mais vous avez aussi des gens qui se réclament de l'opposition, qui, peut-être à 2 pas de la présidentielle ou des présidentielles au Togo, qui n'ont pas été choisis, qui claquent la porte, qui vont et organisent l'élection présidentielle avec le système en place tout en demandant aux Togolais de les boycotter. Eux aussi, ils se réclament de l'opposition. Mais vous avez encore des gens qui se réclament de l'opposition, qui n'ont pas été choisis, qui mettent le cap dans leur village et qui disent, si c'est le candidat de l'opposition, je donne un exemple, si c'est Jean-Pierre Fabre, il ne passera pas. On sort de l'argent de la poche, on donne aux gens, on dit, votez pour le candidat du pouvoir. Ça, des gens disent qu'ils sont opposants. Mais il y a aussi des gens qui se réclament de l'opposition, mais en réalité qui ne sont que des amuseurs de galeries, qui ne sont que des traîtres, qui ne sont que des espions qu'on a envoyés là pour foutre le bordel. Et vous avez encore des gens qui se disent de l'opposition, qui, dans la dernière ou les dernières élections législatives, qui se sont présentés comme candidats, qui ont eu 0, quelques poussières de résultats, mais qui n'ont pas pu tirer leçon de ce qu'ils ne représentent rien du tout dans leur localité, mais qui ont postulé à la présidentielle.
c'est des incongruités. Vous me parlez de quelle opposition? Voilà pourquoi je pose la question. Ibrahim, 25 années, je reviens avec vous, toujours avec cette question. 25 années, vous avez parlé des gens comme Maître Apollinaire Yaovi Madi Agouibo, vous avez parlé comme Léopold Vincent Nilevi et plusieurs d'autres personnalités. Mais aujourd'hui, tel que Ildefonse l'a dit, le sujet est à l'origine d'une guéguerre au sein de l'opposition togolaise, et ce depuis plusieurs années. Aujourd'hui, hier entre l'UFC et le CAR, aujourd'hui transporté entre l'ANC, le CAR, le MRS, vu que puis-je encore, une guéguerre assez monumentale qui se débat sur le plan médiatique avec ardeur. Non, mais j'ai toujours dit que la guerre des chiffonniers à laquelle nous assistons ces derniers moments... C'est ça que vous avez appelé guerre de chiffonniers? Oui, c'est une guerre de chiffonniers à laquelle nous assistons ces derniers moments par presse interposée de la part de ceux qui se disent des compagnons de lutte est regrettable. Et quand vous analysez profondément ce qui se fait actuellement à leur histoire de mésentente ou bien de pomme de discorde, vous vous rendez compte qu'au fait c'est une diversion, c'est juste pour créer de la diversion, pour détourner l'attention du peuple, en tout cas des militants pour la démocratie et de leurs sympathisants de l'essentiel. Pourquoi je dis de l'essentiel? Parce que aussitôt après la débâcle lors de la présidentielle, de l'élection présidentielle, le cap que mon ami parle des oppositions, que l'opposition togolaise devait prendre, c'était d'aller vers l'enracinement de la démocratie, la poursuite du chantier des réformes constitutionnelles et institutionnelles, et surtout aller vers des thématiques maintenant qui puissent amener le gouvernement à faire plus dans le social. Vous voyez, nous avons une opposition à qui le gouvernement a offert une brèche, mais qui n'arrive pas à saisir cette brèche pour pouvoir remobiliser sa base militante. Le gouvernement parle d'un mandat social et l'opposition est là, à la maison, au lieu de saisir cette opportunité pour poser les vrais problèmes de société, les vrais problèmes en tout cas de pauvreté, les vrais problèmes de relance de l'économie togolaise, les vrais problèmes de résolution de la vie chère dans notre pays. Cette opposition est dans son coin et continue par se lancer des flèches au lieu de s'attaquer aux vrais problèmes qui intéressent la population. Mais quand on s'inscrit dans une opposition, c'est que on se dit qu'on lutte pour le peuple. Quand vous luttez pour le peuple, vous devez aller sur des thématiques qui intéressent le peuple et non sur des thématiques inutiles, futiles et qui ne sont pas de nature à améliorer quoi que ce soit dans notre pays. En quoi la guerre larvée entre l'ANC et le CAR aide la démocratie togolaise? En quoi les querelles, les accusations, les invectives aident la démocratie à faire progresser, les dénigrements aident à faire progresser la démocratie dans notre pays? En quoi cela améliore les conditions de vie des populations? En quoi cela peut contribuer à la relance de l'agriculture dans notre pays? Je ne vois pas. Et en quoi cela peut freiner la corruption que nous ne cessons de crier, de dénoncer, et que jusqu'alors on ne nous écoute pas, on ne nous entend pas. Voilà une opposition qui a presque démissionné sur toute la ligne. C'est pourquoi nous disons que, au fait, c'est comme si c'est une diversion. Ils le font juste pour détourner l'attention de la population sur des questions vraiment préoccupantes, mais ils se complaisent toujours à jouer le rôle des opposants intéressés. Je dis bien intéressés parce que être opposant au Togo, à un moment donné, nous avons compris que ça procure aussi des privilèges à ce beau monde qui se dit incarner cette opposition dans notre pays. Parce que aujourd'hui, le constat est clair. Quand vous voyez certaines personnes rouler dans des voitures 4x4 de dernière génération, quand vous voyez des gens qui n'ont jamais frotté avec le monde du travail, qui vivent comme des sultans d'Arabie, quand vous voyez des opposants qui sont entre deux avions et qui vont faire des deals sur le dos de la population dans les pays étrangers, avec les gens qui disent en train de combattre sur place
Vous comprenez donc qu'être opposant au Togo, c'est lutter pour ses intérêts personnels et non lutter pour ce qu'on nous fait voir, lutter pour l'enracinement de la démocratie, lutter pour le bien-être de la population togolaise. Ce n'est pas ça qui se fait. Et je pense que la lutte doit être repensée. Quand certains appellent aux états généraux de l'opposition, ils ont parfaitement raison. Parfaitement raison parce que l'opposition a dévié de sa trajectoire. L'opposition n'est plus cette opposition qui maintient la flamme du renouveau, la flamme de faire de telle sorte que notre pays soit comme les indépendantistes l'ont pensé lors de l'humanité. Est-ce qu'on peut, Delphonse, recoller les fissures aujourd'hui au sein de l'opposition? Je suis en partie d'accord avec tout ce que Ibrahim a développé tout à l'heure, surtout pour ce qui concerne le social. Je suis parfaitement d'accord. Puisque quand on voit notre opposition, bien les oppositions togolaises, tout le monde s'affaire et se calque rien que sur la politique. Au moins, lorsque je disais tout à l'heure que quand bien même que le pouvoir, ou bien celui qui a gagné l'élection présidentielle, qui prétend gagner l'élection présidentielle, qui a gagné parce que ça a été prononcé, les résultats ont été proclamés par la CENI et par la Cour constitutionnelle, qui a prétendu gagner l'élection d'avril dernier, qui dit avoir axé son quinquennat sur le social, sa première sortie a été de couillonner les populations togolaises. Alors il revenait à l'opposition. Qu'est-ce qu'il a fait à sa première sortie? La première sortie, pour un mandat social, c'est la hausse des prix des produits pétroliers. Ah d'accord. La hausse des prix. Vous voyez que ça contraste avec la réalité. Vous ne pouvez pas vouloir mettre à l'abri la population togolaise et du jour au lendemain poser un acte qui va les faire une fois encore souffrir ou frémir. Alors l'opposition n'a pas encore saisi cela. J'ai marqué cela et j'ai été d'accord avec l'ami Ibrahim. Maintenant, par rapport à ce que nous avons toujours dit concernant la guerre de leadership, je donne un exemple. Quand vous mettez le cap sur le Burkina Faso, quelques jours, quelques mois avant la révolution qui a emporté Blaise Compaoré et qui l'a mis dans la poubelle de l'histoire, il y avait 3 personnalités qui ont fait défection au sein du CDP. Il s'agit du parti au pouvoir. Du parti au pouvoir. Il s'agit de Simon Compaoré, le maire de Ouagadougou, qualifié de bâtisseur de Ouagadougou, de Salif Diallo, l'homme clé, le deuxième homme fort, le fin stratège, et puis Christian Kaboré, qui a été pendant longtemps président de l'Assemblée au nom du CDP, et puis qui est resté l'ami et le président même de cette formation de Blaise Compaoré. Ces 3 personnalités qui ont vu le mal venir avec l'entêtement de Compaoré ont fait défection au sein du parti au pouvoir. Ils sont entrés dans l'opposition. Vous savez, c'est des gens qui ont pris l'opposition de court, mais qui sont restés silencieux et fins stratèges parce que c'est eux qui ont manipulé et qui savent le secret du pouvoir. Ils ont mis ces secrets-là au service de ceux qui étaient dans l'opposition avant qu'ils ne viennent. Mais c'est le contraire que nous voyons au Togo. Ceux qui ont quitté le pouvoir répété, qui ont les mains souillées de sang, qui sont venus... Pourquoi vous dites souillées de sang? Il y en a parmi eux. L'histoire les jugera le jour. Je prends l'exemple du massacre de Fleur-Jardin. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui réclame à corps et à cri qu'il fut président de l'Assemblée nationale, Premier ministre, ministre, directeur de société, qui à l'époque était ministre de l'Intérieur quand ça s'est produit. Mais quand il a fait volte-face et qu'il est entré dans l'opposition, quels ont été les actes plutôt qu'il a posés, comme ces 3 personnalités, ces 3 figures de proue qui ont pendant longtemps dirigé le Burkina Faso avec Blaise Compaoré. En aucun moment, vous n'allez pas entendre ces 3 personnes parler. Et pourtant, c'est eux qui ont apporté
à ceux qui, les deux dansaient dans l'opposition, comme je peux le dire, de l'eau au moulin. Mais pourquoi l'opposition ou les oppositions togolaises ne peuvent-elles pas prendre d'exemple? On sait que les gens ont posé des actes en 2005, quand ils étaient encore dans le parti de feu le général Yalima, le parti État, RPT, et qui par la force des choses, parce que leurs privilèges leur ont été bloqués, tout ce qu'ils voulaient, ils n'ont pas pris, et ils se sont fâchés, ils sont rentrés dans l'opposition, ils foutent le bordel. Mais vous pensez que c'est avec ces gens-là qu'on peut faire le travail là? Non. Et j'ai dit tout à l'heure qu'au sein même de cette opposition-là, si les choses ne marchent pas, c'est parce qu'il y a aussi des traîtres. Des gens qui sont là juste pour renseigner le parti au pouvoir, des moyens, des stratégies à tort de l'opposition. Et maintenant, pour faire le bilan de 25 ans de la lutte, je ne dis pas que ça a été un échec, mais je dis qu'il y a encore du chemin à faire. La lutte continue, puisque j'ai dit à l'entame que le peuple togolais a soif de l'alternance. Jusqu'au jour où l'alternance vraie adviendra au Togo, je crois que la lutte sera aboutie. Voilà, là, il nous reste un peu moins de 5 minutes à passer dans ce numéro de votre émission Grand Jury Ibrahim. Aujourd'hui, les 25 années sont passées. Est-ce qu'on doit les enfermer dans les tiroirs de l'histoire? Doit-on reprendre la lutte? Que doit-on faire aujourd'hui? Non, mais refermer ça dans les tiroirs de l'histoire, comme vous venez de le dire, je pense que ça ne serait pas bien, parce que pour évoluer aussi, il faut regarder dans le rétroviseur de l'histoire, pouvoir adapter la lutte et pouvoir maintenir surtout le cap, parce qu'il y a un chemin qui est tracé. Le chemin, c'est, je vous parlais de l'idéal démocratique. Comment faire pour enraciner la démocratie au Togo? Je pense que c'est ce que l'opposition doit faire maintenant. Parce qu'une opposition qui n'est pas forte, une opposition qui est désorganisée, non structurée, une opposition qui se fait la guerre au lieu de penser à l'enracinement de la démocratie dans notre pays, est une opposition qui affaiblit aussi le pouvoir. Je pèse bien le mot. Pourquoi ça affaiblit le pouvoir? Parce que le pouvoir qui n'a plus de pression devant lui dort sur ses lauriers. Le pouvoir qui n'a plus de pression, des gens qui peuvent lui dire telle démarche n'est pas la bonne, telle décision que vous êtes en train de prendre est une décision impopulaire, est un pouvoir qui sera aveuglé par ses réussites, aveuglé par ses victoires, aveuglé par son aura, et à un moment donné va perdre l'essence même de la gestion du pays. C'est ce qui arrive souvent quand l'opposition est fragilisée. Donc le Togo a intérêt d'avoir une opposition forte, structurée, pour pouvoir maintenir la pression sur le gouvernement, et la pression plutôt sur le gouvernement, et surtout orienter la lutte, orienter aussi l'action gouvernementale. Une opposition, ce n'est pas seulement de faire la pression pour la pression, mais une opposition aussi, c'est une opposition qui peut être là aussi et servir de repère au gouvernement. Ce n'est pas saboter l'action gouvernementale, mais c'est recadrer l'action gouvernementale par les propositions qu'on fait, par les demandes, les pressions, les doléances qu'on envoie, et ça aussi, ça amène le gouvernement à pouvoir aller loin. Mais quand vous avez un gouvernement aussi qui s'enferme trop dans son camp, qui ne veut pas écouter l'opposition, ce gouvernement aussi va à la dérive. Donc c'est pourquoi il faut appeler ces deux entités, pouvoir et opposition, à accorder leur violon. On ne dit pas de faire une complicité sur le dos du peuple, mais on dit de travailler pour que le peuple tire profit de leur façon d'agir au point sur le plan politique. Parce que quand vous arrivez à une situation où le pouvoir et l'opposition s'entendent, c'est le peuple qui vont mourir, parce que vous allez voir un matin un leader de l'opposition appelé à une manifestation. Or, à la veille, il a pris le soin de négocier cela avec le pouvoir, juste pour faire, comme on le dit, un peu de show médiatique, pour faire croire qu'ils sont en train de jouer leur rôle de l'opposition.
alors que le peuple n'est pas avisé. Le peuple va rentrer dans la rue, va sortir dans les rues, commencer par s'agiter, par faire des choses. On vient, on le brille. C'est les pauvres citoyens qui prennent des blessures. C'est des gens qui ont des fractures un peu partout. Et au finish, les opposants qui ont appelé à cette marche ne pointent même pas le nez sur le lieu des manifestations. Ils sont loin à quelque part et la soirée ils disent qu'il faut qu'on balance un communiqué, il faut qu'on ponde un communiqué pour dénoncer ce qui s'est passé, cette répression. Mais où étiez-vous? C'est vous qui avez appelé à la marche. Il faut être au devant. Nous avons assisté à ce genre de manifestations dans ce pays. Donc en clair aujourd'hui, le pouvoir de l'opposition doit penser à l'intérêt général. Parce que si le pouvoir pense à ses intérêts et met ses pions juste pour la conservation du pouvoir, ce n'est pas bien pour notre République. Et si l'opposition aussi pense qu'il faut saboter les actions du pouvoir pour que ce pouvoir tombe, pour que nous venons nous asseoir là-bas, ce n'est pas bien aussi pour notre pays. Il faut en appeler à la conscience citoyenne, que les gens travaillent en regardant uniquement l'intérêt supérieur de notre tiers pays, le Togo. Voilà, Ildefonse Anguise, de dernier mot, ce sera la dernière question donc. Que faire aujourd'hui? 25 ans après, je crois qu'il y a eu des réussites, il y a eu des succès, il y a eu aussi des échecs entre guillemets. Et des ratés. Il y a eu des ratés. Je crois que ce qu'il vient de faire, c'est de tirer leçon de toutes les erreurs et d'essayer, avec une tête vraiment pondérée et remplie de sagesse, essayer de mettre en pratique tout ce qui a été recordé, qui ont été le fruit de ces erreurs pour ne plus recommettre les mêmes erreurs et travailler dans l'esprit d'accorder et le bonheur et l'alternance à chacun. Très bien, merci. Ce sera donc le dernier mot tour duquel nous allons refermer les pages de notre du numéro de l'émission Grand Jury de ce mercredi. Mais avant de vous quitter, nous allons vous inviter très sincèrement et humblement à faire de vos divergences, à faire de nos divergences de point de vue le socle de l'émergence dont a soif l'Afrique, pour que ce continent puisse retrouver sa lettre de noblesse s'il y en a eu un jour. Bien de choses à vous toutes et à vous tous. Sachez que dans cette vie, si vous faites le bien, vous le faites pour vous. Si vous faites le mal, c'est pour vous également que vous le faites. Et par conséquent, faites le bien, ce qui est le plus recommandé pour que vos derniers jours vous soient radieux sur la terre. Bonne journée à vous toutes et à vous tous. Au revoir.